Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux donc de recevoir ce soir chez Carrier Manuel Candré, ainsi que Bertrand Nebal, je vais dire ça comme ça, et Eliane Blaise. En fait, on va parler ce soir d'un livre de Manuel qui est sorti il y a déjà 5 mois, c'est ça à peu près. Oui, il est sorti en janvier. Donc le portique du front de mer, et qui présente la particularité, au-delà de ses qualités propres, d'être un hommage et une résonance énorme en fait avec un des ouvrages les plus célèbres de James Graham Ballard, qui est Vermilion Sands. Donc là, je vous présente une vieille édition toute pourrie qui en plus tombe en lambeaux, mais qui est la mienne. Et puis il y en a une très très belle, donc, qui est parue chez Tristram, qui est beaucoup plus complète, qui a été étoffée par diverses choses dont Bertrand vous en dira plus tout à l'heure. Et donc ce qu'on se proposait de faire ce soir, c'est que Bertrand, qui connaît bien l'œuvre de Ballard en général et Vermilion Sands en particulier, nous parle en fait de cette œuvre, de la façon dont elle vise assez largement, du rôle qu'elle tient dans l'œuvre de Ballard. Et ensuite, on va demander à Manuel, lui, ce que signifie pour lui Vermilion Sands. Alors, on parsemera tout ça d'extraits de Vermilion Sands et puis ensuite du portique du front de mer. Eliane nous proposera ce que je décrirais comme étant une lecture en fait de ce qui relie finalement Vermilion Sands et le portique du front de mer. Puis ensuite, on cuisinera Manuel en fait sur certains aspects de son travail. Très bien. Et pas seulement sur la léthargie. Fort bien. Donc Bertrand. Alors, bon, c'est relativement intime, ce qui n'est pas plus mal parce que j'ai pas fait une fois. Donc, est-il nécessaire de présenter J. Ballard? Bon, on va le faire pour le principe, c'est enregistré. J. Ballard, c'est un immense auteur, un des grands auteurs sans aucun doute du XXe siècle, un petit peu du début du XXIe. Ça a été un auteur qui a démarré véritablement dans la science-fiction, mais qui a eu une chance extraordinaire, qui a été d'être reconnu au-delà de ce monde-là. Un des très rares. C'est un des très rares, et surtout avoir été reconnu de son vivant dans ce cadre-là, ce qui est assez particulier. Alors en même temps, c'est un petit peu le truc rigolo concernant Ballard, parce que quand il publiait ses premiers textes, les lecteurs de science-fiction disaient non, c'est pas vraiment de la science-fiction, et puis plus tard il disait mais si, c'est de la science-fiction, il est à nous, rendez-le nous, il nous appartient. Et donc il y avait un petit peu de ça, mais c'est un aspect assez cocasse du personnage, et qui en même temps le rend particulièrement sympathique, parce qu'il n'a jamais renié cette origine très particulière, même s'il a pu faire des choses très différentes de la science-fiction avec ce qu'elle peut avoir de plus cliché éventuellement. D'ailleurs, Vermilion Sands est de ce point de vue quelque chose de particulièrement remarquable, puisque ce recueil, donc, c'est parmi les premières œuvres de Ballard. Bon, ce sont des nouvelles qui ont été composées durant les 15 premières années de la carrière de Ballard. Et il me paraît intéressant de noter que la première nouvelle a été écrite peu de temps avant Sputnik, et la dernière peu de temps après Apollo 11. Et lui, il choisit de pas du tout parler de la conquête de l'espace. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. Sa science-fiction, elle est terre à terre, si j'ose dire. Quand on regarde son intégrale des nouvelles qui a été publiée par Tristram en 3 très beaux volumes sur lesquels il faut que vous vous précipitiez, il y a peut-être 2 ou 3 nouvelles. Ah, ça y est, c'est parti, le ballet commence. Malheureusement, les 2 premiers sont épuisés. Elles sont plus disponibles en ce moment. Et donc dans ces 3 volumes qui sont quand même assez conséquents, on va dire, il y a peut-être 2 ou 3 nouvelles, je crois, qui se passent sur une autre planète ou qui font intervenir des extraterrestres. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait des extraterrestres véritablement ou pas. Je sais plus. Un tout petit peu, mais c'est presque anecdotique et très anecdotique. Ça me passe pas. Il y a une nouvelle qui est beaucoup plus révélatrice, mais je peux pas la raconter parce que ça serait un spoiler abominable, et c'est mal les spoilers, qui s'appelle 13 pour le Centaure, et qui traduit bien le rapport de Ballard à l'échec de la conquête de l'espace et à ce qui est pour lui la science-fiction. Ça va être autre chose, et ça va être notamment la notion de paysage intérieur, donc qui va être développée particulièrement dès l'époque de Vermilion Sands, en fait. Voilà, l'ancienne édition qu'on connaissait en France était sous-titrée Le paysage intérieur, donc c'est une notion assez caractéristique de l'œuvre de Ballard. C'est pas la seule. Il y en a d'autres, et à peu près contemporains donc, de Vermilion Sands, il y avait ses premiers romans de science-fiction qui sont donc les 4 Apocalypses. Alors, il y en a 4, aujourd'hui on n'en trouve plus que 3, puisqu'il a renié Le vent de nulle part, qui était un roman écrit un petit peu à l'arrache, parce qu'il avait besoin de sous. Il reste donc Le monde englouti, Sécheresse et La forêt de cristal, qui sont des romans absolument remarquables, et qui donc chaque fois décrivent un processus apocalyptique en rapport avec un élément,
quelque chose comme ça, donc l'eau, l'air, etc. Et qui débouche sur une forme, comment dire, d'apocalypse au plein sens du terme. C'est à la fois une fin du monde et une révélation. Et c'est une dimension qui est particulièrement sensible dans La Forêt de Cristal, qui est aussi un roman qui a inspiré le Portique du Front de Mer. De manière plus lointaine. Il y a une référence. Ensuite, Ballard a fait bien d'autres choses très différentes. Il s'est essayé notamment à l'expérimentation la plus radicale avec La Foire aux atrocités, qui est un livre absolument remarquable mais totalement dingue, et qui vient tout juste d'être réédité chez Tristram en souple, et qui est un grand livre expérimental, alors totalement indéfinissable, mais qui entre en résonance avec d'autres livres qui sont parus peu après. Je crois que c'est après, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ce sont ceux qu'on appelle de la trilogie de béton. Donc ça aussi, ça a été réédité il y a peu, bravo. Donc Crash, l'île de béton, IGH. Crash étant particulièrement célèbre, sans doute le plus célèbre de cela, puisqu'il a été adapté au cinéma par David Cronenberg, avec le brio que l'on sait, même si c'est une adaptation qui a été un peu contestée parfois, mais moi personnellement j'aime beaucoup et je ne suis pas le seul. Puisqu'on parlait de Ballard de cinéma, on peut voir aussi qu'il a fait des choses très différentes. Alors, La Foire aux atrocités aussi a été adaptée au cinéma, ça c'est moins connu. Voilà, il y a le DVD ici. Et il y a un autre livre de Ballard qui a été adapté, qui est Empire du Soleil. Alors là, on est carrément dans un autre domaine, puisque Empire du Soleil, c'est un roman autobiographique qui raconte, alors en prenant quelques libertés, l'enfance de Ballard. Puisque Ballard, donc, a été élevé dans une concession anglaise à Shanghai, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il s'est retrouvé dans la guerre sino-japonaise, puis la Deuxième Guerre mondiale, et il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers dirigé par les Japonais. Et donc c'est ce qu'il a raconté dans Empire du Soleil, en brodant un petit peu, mais c'est un roman vraiment exceptionnel. Alors pour le coup, évidemment, pas du tout science-fictif celui-là, d'une plume phénoménale et qui a beaucoup compté, je pense, pour sa reconnaissance, même si ça est passé aussi par le succès hollywoodien avec une adaptation donc cinématographique par Steven Spielberg. Et il a continué à écrire donc d'autres œuvres, alors par la suite, que personnellement je connais un petit peu moins, mais qui me semble pour pas mal entrer en résonance avec ce qu'il a pu faire au début de sa carrière, mais avec chaque fois une certaine distance qui fait qu'il prend un petit peu les mêmes thèmes et il les retourne un petit peu différemment. Alors il a pu prendre par exemple dans un roman comme Salut l'Amérique, le thème apocalyptique qui était développé donc dans ses premiers romans, ou alors d'autres choses qui peuvent faire penser à Vermilion Sands. Et donc je vais revenir plus particulièrement là sur Vermilion Sands cette fois. Alors je vais peut-être en lire un extrait avant d'aborder la description un petit peu de tout ça. Alors oui, juste une chose quand même sur l'édition. Donc celle-là est jaune, beige, truc, machin. Couleur sable. Voilà, mais c'est pas tout à fait la même justement. C'est là que je voulais dire qu'il y a une petite différence. Alors contrairement à l'édition de poche que tu présentais tout à l'heure, il y avait une nouvelle qui manquait dans celle-là par rapport à l'édition anglaise, c'est les statues qui chantent. Celle-là est très ancienne. Et dans celle-là, la jaune, donc, il y a aussi un texte inédit qui est antérieur au premier texte publié de Ballard, Prima Belladonna, qui était déjà un texte de science-fiction et un texte de Vermilion Sands. Il y avait un autre texte qui s'appelait Le Labyrinthe Hardoun, un inédit qui a été retrouvé dans les archives de Ballard et qui a été publié donc uniquement dans cette version-là. Il n'a pas été repris dans la version rouge. Et ni dans les 3 volumes. Et effectivement, c'est un inédit complet, donc il ne figurait pas dans l'intégrale des nouvelles. Vermilion Sands, c'est un recueil de nouvelles qui est composé d'une dizaine de textes, du coup. Et je vais vous lire un extrait. Alors c'est le début d'une nouvelle, je crois que c'est la plus longue du recueil, mais je vais me calmer un petit peu quand même, qui s'appelle numéro 5, Les Étoiles. Alors, tous les soirs de l'été à Vermilion Sands, les poèmes insensés de ma belle voisine traversaient le désert depuis l'atelier numéro 5, Les Étoiles, jusqu'à ma villa. Écheveaux brisés de rubans colorés qui se dénouaient dans le sable comme les fils d'une toile d'araignée mise en pièces. Toute la nuit, ils voletaient autour des piliers sous la terrasse, s'entrelaçaient à la grille du balcon et, au matin, avant que je les balaie, ils s'en trouvaient déjà d'accrochés à la façade sud de la villa comme une bougainvillée d'un éclatant rouge cerise. Une fois, après avoir passé 3 jours à Red Beach, je trouvai à mon retour la terrasse entière remplie d'un énorme nuage de rubans de papier de soie multicolores qui envahirent le salon quand j'ouvris les portes-fenêtres, s'insinuant entre les meubles et les rayons de la bibliothèque, comme les vrilles délicates d'une plante géante et inoffensive.
Ensuite, des jours durant, je ne cessais de découvrir des fragments de poèmes partout. J'allais me plaindre plusieurs fois, parcourant à pied les 300 mètres à travers les dunes pour mettre une lettre de protestation, mais personne ne répondit jamais à mon coup de sonnette. Je n'avais vu ma voisine qu'une seule fois, le jour de son arrivée, alors qu'elle traversait les étoiles dans une énorme Cadillac Eldorado décapotable, ses longs cheveux flottant derrière elle comme la coiffure d'une déesse. Elle avait disparu en trombe, et je ne gardais d'elle que l'image fugitive d'un brusque regard dans la blancheur d'un visage glacé. Pourquoi refusait-elle de répondre au coup de sonnette? Je ne suis jamais parvenu à le comprendre, mais j'avais remarqué qu'à chaque fois que je me rendais au numéro 5, le ciel était plein de raies des sables qui tournoyaient en émettant des sons suraigus comme d'anxieuses chauves-souris. La dernière fois, je me trouvais devant sa porte d'entrée en verre noir, enfonçant délibérément le bouton de la sonnette, quand une raie géante était brusquement tombée du ciel à mes pieds. Mais, comme je devais en prendre conscience plus tard, ceci se passait en cette folle saison à Vermilion Sands où Tony Saphir entendit chanter une raie des sables et où je vis le dieu Pan rouler en Cadillac. Qui était Aurora Day? Je me le demande souvent à présent. Traversant comme une comète d'été la voûte placide d'un ciel hors saison, elle semble être apparue dans des rôles différents à chacun des membres de notre petite colonie aux étoiles. Je la pris d'abord pour une belle névrosée jouant les femmes fatales, mais Raymond Maillot voyait en elle une des madones explosives de Salvador Dali, une énigme capable de chevaucher sereinement l'apocalypse. Pour Tony Saphir, comme pour le reste de ses admirateurs d'un bout à l'autre de la plage, elle était la réincarnation d'Astarté elle-même, une fille du temps aux yeux de diamant, vieille de 30 siècles. Je me rappelle très bien comment je découvris le premier de ses poèmes. Un soir, après dîner, je me reposais sur la terrasse, ma principale occupation à Vermilion Sands, lorsque je remarquai une sorte de banderole traînant sur le sable en contrebas de la balustrade. À quelques mètres de là, il s'en trouvait plusieurs autres, et pendant une demi-heure, je les observais qui volaient çà et là, légèrement, parmi les dunes. Les phares d'une voiture brillèrent dans l'allée menant à l'atelier numéro 5, et j'en conclus qu'un nouveau locataire s'était installé dans la villa, inoccupée depuis plusieurs mois. Finalement, par pure curiosité, j'enjambai la balustrade, sautai dans le sable et ramassai l'un de ces rubans de papier rose et soyeux. C'était un fragment long d'1 mètre environ, à la texture aussi fine que celle d'un pétale de rose, si fine qu'il commença à floconner et à se dissoudre entre mes doigts. L'élevant à la hauteur de mes yeux, je lus « Te comparer à une journée d'été, tu es plus belle ». Je le laissai s'envoler dans l'obscurité au-dessus du balcon, puis me penchai pour en ramasser délicatement un autre, que je dus désentortiller du pilier auquel il s'enroulait. Imprimé sur toute sa longueur, dans les mêmes caractères néoclassiques et surchargés, il y avait « Mis la quillot brisant droit sur la mer divine, et nous avons dressé mât et... » Je regardais par-dessus mon épaule. La clarté baignant le désert avait maintenant disparu, et à 300 mètres de là, la villa de ma voisine resplendissait telle une couronne spectrale. Balayée par les phares des voitures entrant dans Red Beach, les veines de quartz à nu dans les récifs de sable, longeant les étoiles, scintillaient comme autant de colliers. Je jetai encore un coup d'œil au ruban. Shakespeare et Ezra Pound? Ma voisine avait des goûts des plus curieux. Mon intérêt faiblissant, je remontais sur la terrasse. Les jours suivants, les banderoles continuèrent de volter parmi les dunes. Pour une raison ou une autre, cela commençait toujours le soir, lorsque les lumières de la circulation illuminaient ces mètres et ces mètres de gaz colorés. Mais au début, c'est à peine si j'y prêtais attention. J'étais alors rédacteur en chef de la revue poétique d'avant-garde Wave 9, et mon atelier était déjà plein de bandes magnétiques et de vieilles épreuves d'imprimerie. Je n'étais pas non plus particulièrement surpris de me découvrir une poétesse comme voisine. Aux étoiles, presque tous les ateliers sont occupés par des peintres et des poètes, en majorité abstraits et non productifs. La plupart d'entre nous souffraient, à des degrés divers, de lassitude balnéaire, malaise chronique qui exile ses victimes dans un trouble nirvana de bains de soleil interminables, de lunettes noires et d'après-midi sur les terrasses. Alors j'ai choisi cet extrait parce que... C'est là que je veux vivre. C'est là que je veux vivre. Il me paraît très révélateur de tout ce que contient Vermilion Sands. On a tous les thèmes essentiels de ces nouvelles, donc écrites sur une quinzaine d'années, enfin publiées en tout cas sur une quinzaine d'années, je ne sais pas ce qu'il en est d'écriture exactement, qui apparaissent là-dedans. Et c'est déjà Vermilion Sands, donc la description d'une ville, qui est une ville et sa région d'ailleurs. C'est pas que Vermilion Sands, c'est aussi Red Beach, la West, etc., Coral Day, où il y a des sculpteurs de nuages, etc. C'est une station balnéaire léthargique, c'est une utopie langoureuse pour milliardaires excentriques, artistes plus ou moins poseurs et stars sur le retour. Donc c'est une station balnéaire, oui, mais la plage est presque systématiquement hors champ. Et ce qu'on remarque surtout en fait, c'est le désert. Le désert qui s'insinue bien davantage dans les visions du lecteur,
comme si en fait Saint-Tropez se faisait bouffer par l'Arizona. Donc il y a en fait, à Vermilion Sands, c'est la civilisation des loisirs, qui a atteint son comble durant une période qu'on appelle l'intercalaire. Et il définit cette période dans la première nouvelle, Prima Belladonna donc, comme cette dépression mondiale d'ennui léthargique et de chaleur estivale qui nous entraîna allègrement dans 10 années inoubliables. À Vermilion Sands, le travail n'est pas une nécessité, et il devient même la forme ultime de la distraction. Ainsi, tout le monde ou presque se veut artiste. On ne compte pas les sculpteurs soniques, les architectes psychotropes, les poètes, ou prétendus tels, composant leurs œuvres au versétiseur, donc une machine à faire de la poésie automatiquement. Jusqu'à ce qu'une muse pointe le bout de son nez arrogant, c'est évidemment ce qui se passe dans Atelier numéro 5, Les Étoiles. Il y a aussi des concepteurs et vendeurs de vêtements biotextiles, donc qui réagissent à la personnalité qui les porte, et ça peut salement dégénérer dans la banderie. Il y a aussi évidemment donc les sculpteurs de nuages de Coral Day qui s'amusent avec leurs planeurs pour faire les portraits de leur patronne dans le ciel. C'est tout un bagage donc très clairement science-fictif, on le voit, qui accompagne ainsi les textes, mais ça prend un petit peu la forme de gadget d'un futur antérieur où tout était possible et rien n'avait d'importance. Et puis quand on ne produit pas, c'est-à-dire souvent, on s'amuse comme on peut dans ce lieu unique où le temps semble se figer. Alors on va chasser les raies des sables, c'est l'animal du coin, on le croise à chaque page quasiment. On joue au Aigo, donc on retrouve ces éléments aussi dans le roman de Manuel Candré. Et on peut, pourquoi pas, danser avec les vagabonds dans un nightclub abandonné, souvenir d'un bon vieux temps que l'on ne retrouvera plus. Parce qu'en effet, il y a un regard assez volontiers nostalgique, donc, qui baigne dans l'ensemble de Vermilion Sands. C'est toujours des récits qui sont situés après. Mais ce regard nostalgique, il a quelque chose en même temps, il est accompagné d'une sorte de sourire béat. Même les regrets sont positifs à Vermilion Sands. Le passé, pourtant, peut y laisser des traces sinistres. Alors, il y a par exemple une nouvelle où on a une maison folle, Stella Vista, qui offre à Ballard l'occasion d'une extraordinaire variation science-fictive sur le thème fantastique de la maison hantée. Mais au fond, c'est parce qu'on le veut bien. Personne n'empêche l'acquéreur d'une maison psychotrope de couper les souvenirs de la maison si jamais. Mais cela reviendrait sans doute à lui faire perdre une bonne partie de son cachet. Donc j'avais évoqué... investissement. Oui, chute. Donc j'avais évoqué ça tout à l'heure. On avait sous-titré jadis Vermilion Sands le paysage intérieur. Donc ça c'est un thème très cher à Ballard. Le paysage intérieur c'est bien entendu quelque chose qui résonne avec le paysage extérieur. Et ici c'est à l'image de ce désert périphérique. Donc une mer de sable qui entoure la station balnéaire et qui semble la couper du monde, la mettre résolument à la marge. Alors c'est étouffant, c'est doucement monotone, c'est peut-être même vaguement ennuyeux, et pourtant c'est d'une beauté implacable. Sous le soleil, donc le lecteur participe ainsi du quotidien, aussi lumineux que désabusé des habitants et actifs. Et il devient même peut-être dans un sens créateur à son tour, conceptualisant à grands traits un futur temporaire. Et ça c'est quelque chose de très important, enfin, sur lequel Ballard revient dans les 3 petits avant-propos qu'on trouve au début donc, de ces 2 éditions d'ailleurs chez Tristram. C'est nettement moins sinistre que ce que la science-fiction nous propose généralement. Même la science-fiction, quand elle se montre généralement quand elle prétend se montrer utopique, il y a souvent quelque chose de sinistre. Dans Vermilion Sands, c'est vraiment dans les recoins ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment à la base une utopie langoureuse. Il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, de souriant, de lumineux, d'assez optimiste finalement, quoi. Et il faut dire que la science-fiction, donc ici, au-delà des gadgets précédemment évoqués, qui sont quand même tous plus réjouissants les uns que les autres, il faut bien le dire, est donc au sens strict assez terre à terre. Et elle construit, c'est un thème important de Ballard, une sorte de temps immobile, ou presque, car s'écoulant peut-être lentement vers forcément une apocalypse, dans tous les sens du terme, donc à la fois destruction et révélation. Le désert gagne, l'intercalaire s'achève, et il y a peut-être une révélation ultime qui pourrait être celle de la vanité de toute chose ou autre chose que je vous laisserai trouver par vous-même, tout de même. Et un autre aspect non négligeable de Vermilion Sands et qui participe de la complicité du lecteur avec l'auteur et ses personnages, et on avait évoqué ça tout à l'heure en off, c'est un humour presque omniprésent, sous forme de distance ironique et un brin narquoise, alors notamment à l'égard de ces artistes qui, pour certains, n'en sont pas totalement, des poètes d'un dimanche jamais prolongé, à l'heure de la sieste bien sûr, et des plaisanciers pleins aux as, souvent reliques d'une jeunesse folle et insouciante en forme de masque artificiel, ainsi le fascinant et sinistre visage d'adolescente éternelle du mannequin de la dernière nouvelle.
Alors, derrière la façade, certes, le tableau peut se faire horrible. On n'apprécie pas forcément ce que les portraits révèlent dans Vermilion Sands. Mais on le recherche en même temps. Car c'est Vermilion Sands. On n'y échappera pas et on en fera un amusement, quelles qu'en puissent être les conséquences. Finalement, Vermilion Sands, c'est encore aujourd'hui, bon, c'était déjà à l'origine une œuvre visionnaire, et ça ressemble à rien d'autre, même si ça a eu une postérité sans aucun doute assez considérable, dont le roman de Manuel Candré témoigne. Mais c'est quand même vraiment quelque chose d'à part. C'est un sommet de l'œuvre de Ballard, sans aucun doute, déjà dès le début de sa carrière, donc on peut vraiment parler de chef-d'œuvre dans tous les sens du terme. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir aussi que ça porte en germe la plupart de ces thèmes fondamentaux, voire tous ces thèmes fondamentaux. Alors, on pourrait penser a priori qu'il y a tout un monde entre les Apocalypses, la trilogie de béton, la foire aux atrocités et Vermilion Sands, mais en fait, il y a quelque chose de tout ça déjà dans ce rapport notamment à l'art, au surréalisme en particulier, dans ce rapport à la poésie, dans cette plume très particulière, dans cette forme d'humour très spéciale aussi, propre à Ballard. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de très fort et qu'on trouve donc déjà dès cette œuvre fondatrice. Alors, l'auteur aura quand même très tôt l'occasion, dans un sens, de tirer un trait sur la station balnéaire léthargique. Donc, ce sera avec la foire aux atrocités, c'est ce texte brillant et fou. Ça sera les périphériques gris et mortels de la trilogie de béton, ou encore, donc, en clin d'œil ironique, la Riviera malsaine d'œuvres plus récentes. Mais Vermilion Sands... de Supercam, par exemple. Mais Vermilion Sands demeure, donc brillant témoignage d'un auteur déjà au sommet de son art. Donc un auteur brillant par ses idées, c'est un livre où le fond et la forme sont vraiment exceptionnels. C'est une œuvre immense. Si vous n'avez pas lu ça, c'est un tort, et donc vous devez vous précipiter sur les livres qui sont ici, les acheter en grande quantité. Et voilà ce que je pouvais dire sur Vermilion Sands. Juste un tout petit mot de transition, avant que Manuel nous parle justement de nous diriger vers le portique, mais de ce que Vermilion Sands représente pour lui. Je ne vais pas être aussi brillant, hein, par contre, vous attendez pas un truc, parce que là, Nebal, il m'a fait là. Alors, moi, je trouve une chose que je trouve fascinante, c'est que Vermilion Sands, effectivement, est une plateforme, comme tu l'as dit, qui est relativement léthargique, qui a ce petit côté abandonné entre deux eaux, dans une phase intercalaire de l'humanité, enfin, qu'on peut imaginer. Et pourtant, dans l'œuvre de Ballard, ce qu'il a écrit ensuite la projette en fait déjà vers un certain devenir possible, parce qu'effectivement, elle est charnière dans son œuvre. Il y a quand même un après et un avant Vermilion Sands, et son répondant du côté du mauvais génie de l'humanité, qui est la foire aux atrocités, presque exactement. Et je trouve particulièrement intéressant. IGH aussi. Et IGH. Et je trouve très intéressant que ce soit justement cette plateforme d'apparence terriblement artistique, terriblement intense, mais très anodine et paisible, en fait, qui sert de point de bascule et sur lequel Manuel, en fait, s'est appuyé pour partir vers ailleurs, vers un devenir autre. Donc, voilà, je trouve que c'est un point charnière assez incroyable dans cette œuvre. Tu veux que je parle? Alors oui, moi j'ai découvert donc Vermilion Sands il y a plus de 20 ans. Je lisais pas mal de SF, et notamment toute cette bande des auteurs réformistes de la SF des années 60, Bronner, etc. J'ai lu beaucoup Dick, bien sûr. J'ai pas parlé de New World. Tu n'as pas parlé de New World, donc la revue dans laquelle il y avait Ballard, donc avec la New Wave, sous courant de la science-fiction britannique, avec Michael Moorcock, etc. Et bon, enfin voilà. Mais c'est important de dire que c'est une nouvelle vague, justement, parce que précisément le décalage qu'opère Ballard sur les thèmes même, il vient de là. Il vient d'une autre prise de conscience et d'un regard en biais de la modernité, pour faire très court. Et donc moi, bon, quand je découvre ça, en fait, c'est pas tellement ça. La dimension politique, elle m'échappe d'une certaine manière, puisqu'on parlait du basculement, par exemple, géopolitique qu'il opère dans certains... Supercam en est un exemple, par exemple. Mais ce qui me frappe, c'est deux choses. D'abord, l'univers dans lequel je veux vivre. Je peux le dire encore aujourd'hui, c'est l'endroit du monde dans lequel je voudrais vivre. Voilà. Je ne veux pas vivre ailleurs que là. Et je pense que j'ai écrit le portique pour pouvoir y être.
et pour pouvoir le reparcourir et le prolonger de ma singularité, on va dire ça comme ça. Et la deuxième chose, mais qui va tout à fait avec, c'est que je suis confronté à une langue qui fait craquer en moi des goûts, des sensations extrêmement forts. Et je trouvais, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que il est marqué par Burroughs. Et Burroughs est quand même un des auteurs, hormis le fait qu'il ait pratiqué vraiment une approche expérimentale du récit à travers ces fameuses techniques du cut-up, c'est un type justement qui n'a cessé d'essayer de conjuguer des mots ensemble qui n'avaient pas l'habitude de l'être. Donc vraiment, à chaque fois, de tordre les clichés des associations. Et c'est ce que fait aussi Ballard, je trouve, de manière absolument brillante, et notamment sur les sensations. Alors, Vermilion Sands regorge de sensations, parce qu'il y a une géographie particulière, donc il y a plein de couleurs, plein de matières, et il fait s'entrechoquer comme ça des mots, et vraiment il y a des sensations qui vous craquent dans la bouche, quoi. Et donc moi c'est ça qui me frappe, et qui fait que ces textes m'accompagnent vraiment pendant ces 20 ans, et je crois que je réfléchissais à ça en venant. J'étais un jeune adulte, entre guillemets, en formation, probablement faisant partie de ces adolescents attardés, et l'espace, en fait, Vermilion Sands m'a permis, d'une certaine manière, d'anticiper un univers qui n'était pas celui de l'efficacité. On en parlait tout à l'heure, justement. C'est-à-dire que là, c'est un monde dans lequel il n'est pas obligatoire de travailler, bien au contraire. C'est un monde dans lequel il n'est pas obligé de se tenir, d'une certaine manière, bien au contraire, même s'il y a toujours une distance très élégante, justement, qui fait de Vermilion Sands quelque chose qui n'est pas un objet dépressif en soi, contrairement, je pense, au Portique, qui est finalement beaucoup plus dépressif, je m'en rends compte maintenant. Et en fait, ça offrait à ce jeune adulte que j'étais, je pense, une magnifique liberté, alors que j'allais rentrer, moi, dans le monde du travail, que j'étais encore étudiant, j'étais un étudiant un peu tardif. Non pas que j'ai fait des études très longues, mais parce que j'ai pris mon temps. Et en fait, l'idée, c'était ça, quoi. C'est-à-dire vraiment d'arriver à manger un espace, un univers, qui, pour moi, résonnait de plein de possibles, mais surtout de beaucoup de liberté. Et ça, je dois dire que ça a été une grande... Donc voilà, donc ce recueil m'a accompagné, et il se trouve que, une dizaine d'années après, oui, en fait, il a forgé, je vous regarde pas, mais je vous regarde, hein. Il a forgé un rapport, je pense ma définition du paysage, elle vient de là, en fait. Tu parlais de paysage intérieur, je m'interrogeais justement sur cette rencontre entre des mots et moi, et ce que ça faisait surgir. Et là, j'ai élaboré l'idée, enfin, c'est pas très original, hein, mais que le paysage, justement, c'était une figuration de la conscience. C'était peut-être même la preuve de la conscience, parce que le paysage n'était pas un environnement, c'était la rencontre entre quelqu'un qui perçoit et quelque chose qui est perçu. Et en fait, le paysage, c'est une lame. C'est la lame de la conscience. Pour moi, la conscience est au bord de l'être, si vous voulez, et non pas en son centre. La conscience est périphérique à l'être. Et j'ai élaboré cette notion de paysage, et je dois dire une chose, c'est que j'ai vu récemment l'exposition de Bill Viola au Grand Palais, et qui a à un moment une définition du paysage de Bill Viola qui est, avec d'autres mots, exactement celle-là. Donc j'étais assez bouleversé de ça. Et en fait, donc cette notion même de paysage et de rapport à l'écriture m'a complètement nourri, parce que je pense que ça a décidé du fait que je ne ferai jamais de littérature proprement réaliste, mais que précisément elle serait toujours géomentale, pour employer un mot, c'est-à-dire vraiment avec des coordonnées qui étaient dans une cosmogonie intérieure. Et donc l'idée de m'appuyer sur les paysages qu'avait suscité en moi la lecture de Ballard pour essayer de produire un chemin singulier, qui a fini par faire un texte, vient de là, je crois. Et après, je m'arrête, mais comme je m'interrogeais en fait sur la raison pour laquelle certaines des phrases de Ballard me faisaient paysage,
10 ans après la lecture, j'ai commencé à faire un travail où j'ai recopié certaines de ces phrases. Donc j'ai recopié en fait les phrases qui me faisaient paysage. Et puis j'ai classé ces phrases suivant des thèmes. Et ça a donné un texte qui a apparu sur un petit site qui était à l'époque tenu par Éric Landan, qui est un type qui s'occupait un peu d'art contemporain, et qui s'appelait Un livre par mois. Et en fait, j'ai produit un texte qui offrait une lecture de Ballard transversale et très condensée. Et juste pour vous dire, parce que ça a une incidence énorme sur la suite, en fait, sur le portique. Donc j'avais une espèce de petite intro débile. Et puis après, donc, qui était seul mes mots. Et ensuite, je classais donc, voilà, le balcon, terrasse, Vermilion Sands et toponymie, plage, sable, désert, flore, léthargie, récession, art, les villas, raies des sables, paysage, mirage, femme, cadavre, last exit. Et en fait, quand j'ai réfléchi à la structure même du récit, l'idée même d'avoir produit un récit, enfin, qui était un récit qui n'était pas continu, mais qui était marqué par une transversalité de thèmes, m'a aussi vachement influencé sur la manière de construire et de dénommer d'ailleurs les parties. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu voulais éventuellement nous lire un de ces passages qui t'avait particulièrement marqué à l'époque, même si c'était donc il y a un certain temps? Alors, en fait, ce que je voudrais, c'est lire le dernier, qui s'appelle Last Exit, parce que celui-là condense, pour moi, ce qu'est Vermilion Sands. Donc on est dans une lecture qui n'est pas continue, bien sûr, mais c'est ça qui est... Alors, je l'ai dans une autre traduction, et... bref. Nous passions la plus grande partie de notre temps sur le balcon de mon appartement, qui dominait l'avenue de la plage. Nous passions la plus grande partie de notre temps sur le balcon de mon appartement, qui dominait l'avenue de la plage. Après le déjeuner, à l'heure où les arcades et les terrasses des cafés étaient dépeuplées, où tous les gens étaient chez eux pour faire la sieste, nous partions à 3 ou 4 dans la Lincoln de Raymond Maillot et prenions la route de Vermilion Sands. Les pneus mordaient doucement dans le sable couleur cerise. Là déjà, je meurs. Un voile intense de lumière jaune s'amassait sur le désert, en dissolvant toutes les couleurs dans son manteau lustré. Le lac de sable miroitait sous l'effet des variations thermiques, comme une immense mare de cire épaisse. J'avais l'impression de m'être égaré au-delà des frontières d'un rêve, vers un paysage intérieur, une projection de l'esprit qui envahissait les terrasses baignées de soleil autour de moi. Le voile de chaleur au-dessus de l'étendue Vermilion évoquait du quartz fondu, se mouvant paresseusement pour révéler au loin, les récifs et les mésas. Quelquefois, en fin d'après-midi, nous allions tout au long de la plage jusqu'au désert parfumé et, assis à côté d'une des piscines, nous regardions le soleil se coucher derrière les collines, respirant l'air lourd du parfum des roses. Lorsqu'une brise fraîche commençait à souffler sur le sable, nous allions nous baigner. Nous nous couchions sous la marquise, près du bar, pour regarder les couleurs changeantes du lac peint. Le tissu collé à son corps comme une énorme fleur rose, caressant sa poitrine et ses bras. Ses yeux me fixaient comme de sombres magnolias. Puis, nous retournions en ville, remplissant les rues et les cafés d'une odeur de jasmin et d'éliante. Et comme les gens nous observaient depuis leur voiture, une pluie fraîche s'abattait sur les toits poussiéreux, depuis les nuages sculptés qui dérivaient vers le soleil au-dessus du désert. En les regardant ce jour-là, j'eus l'impression, non pour la première fois, que la totalité du paysage était de nature illusoire, qu'il était composé de dépouilles de rêves fabuleux qui le parsemaient comme des épaves de galions engloutis. Nous sommes allés nous asseoir sur la terrasse, à la fraîcheur du soir, et nous avons regardé les couleurs du désert se fondre en écoutant crier les raies des sables dans les ténèbres qui environnaient déjà la villa d'Aurora. Lorsque j'étais assis à côté d'elle, sur le balcon, jouissant de la fraîcheur du soir, et lorsque je sentais la chaleur de son corps à côté de moi dans les ténèbres, il n'y avait pas de place dans mon esprit pour l'anxiété.
Quand nous sommes sortis de la maison, des centaines de raies des sables endormis ponctuaient le sol du désert baigné de lune. Évitant de les écraser, nous avons marché jusqu'à la Cadillac qui a démarré sans bruit. Le soir, je m'assieds avec Béatrice au milieu des sculptures soniques et nous les écoutons chanter. Et tout au long de la maison désertée, le refrain bas et assourdi était repris par chaque sculpture, en écho qui se répandait à travers les longues galeries vides et sur les terrasses sombres sous la lune, avant d'être emporté jusqu'aux embouchures béantes des récifs de sable, dernière musique obscure de la nuit peinte. Voilà. Pour moi, ça, c'est Vermilion Sands. C'est une lecture... voilà. Je propose donc, on l'a évoqué plusieurs fois, vous l'avez évoqué tous les deux, dans Vermilion Sands, une des choses qui est rare, parce que c'est un thème qui, non pas en littérature en général, mais en littérature qui s'inscrit dans la science-fiction et qui n'est pas si fréquent, c'est qu'il y a une omniprésence de l'artiste, hein, que ce soit de l'artiste professionnel, que ce soit de l'artiste amateur, que ce soit de l'artiste dont le statut n'est pas déclaré, qui irrigue tout ce recueil. Je trouve que c'est particulièrement intéressant dans ce voyage que tu as fait en fait, de Vermilion Sands vers R, et donc vers le portique, de le faire éclairer donc, par Eliane, qui a cette particularité donc, d'être artiste, mais à plus d'un titre, puisque pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Eliane Blaise, qui est à la fois musicienne, plasticienne et écrivaine, donc ce que veut dire en fait le fait de s'inscrire en tant qu'artiste dans ce monde qui n'est pas fabuleusement fait pour les artistes dans la réalité, mais où Vermilion Sands proposait à l'époque, entre 1954 et 1971, une sorte d'oasis. En fait, c'est ça. C'est intéressant de la faire décrypter de cette façon-là. Bon, ça. Je vais reprendre les choses un petit peu à ma façon. Je suis très touchée d'avoir été invitée ce soir. Voilà. Plus cette année, ça fait quand même 5 ans que Ballard est mort, un tout petit peu plus de 5 ans. Il est mort en mars 2009, ça m'a beaucoup affecté. Et donc voilà, 5 ans après, on parlait ce soir avec Manuel. Voilà, donc effectivement, comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est aussi un auteur du 21e, donc finalement on est déjà encore à la périphérie de quelque chose, puisque le 20e siècle c'est fini il y a peu, et on est vraiment au balbutiement du 21e, on ne sait pas vraiment ce que ça va devenir, donc on va rester vraiment dans la thématique ballardienne. Bon, voilà, bon, il m'a présenté, je ne vais pas parler de moi, c'est pas intéressant, voilà, mais pour reprendre l'idée finalement qui était évoquée sur Cannes tout à l'heure, ou sur ces aspects un peu outranciers dans l'art, il y a toujours dans Vermilion Sands, je vais commencer par une toute petite lecture, puis après je vais revenir un peu sur Ballard, sur des thèmes qui lui sont chers, mais qui permettent de faire articulation aussi pour comprendre un peu ce qu'est le récit de Manuel par rapport au thème de Ballard, même si Manuel en a extrait quelque chose qui lui est propre. Donc c'était toujours dans Vermilion Sands, c'est dans le jeu des écrans. Et voilà. Donc, chaque matin, je me rendais à la lagune ouest et je travaillais au milieu des récifs, en adaptant les motifs que j'imaginais aux contours et aux couleurs du terrain. Le plus souvent, j'étais seule sous le soleil brûlant. Une fois passé le moment de frénésie initiale, les activités d'Orphus Productions étaient tombées au point mort. Canine était parti assister à un festival de cinéma à Plage Rouge. La plupart des assistants et autres techniciens, c'est pas les intermittents, s'étaient retirés à la piscine de l'hôtel Neptune à Vermilion Sands. Et ceux qui étaient restés à la lagune ouest passaient maintenant leur temps à somnoler sous les parasols de couleurs plantés tout autour du bar mobile. Voilà, le bar mobile, il y a un bar justement qui s'appelle Zanzibar, on en parlera tout à l'heure, qui est là, qui revient à plusieurs reprises, et donc il est mobile à travers le récit de Manuel. Voilà. Et il y a un tout petit passage qui revient toujours dans le même recueil, enfin dans la même nouvelle. Voilà, donc on est un petit, ça se passe un tout petit peu avant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je rencontrais pour la première fois Emeralda Garland l'été précédent. Peu après que la société de production de films fut arrivée à
Chirac-Rito, invité par Charles Van Straten, a utilisé Lagoon West pour tourner des extérieurs. Cette société, Orpheus Productions, représentait aux yeux des aficionados des terrasses de café tels que Raymond Maillot et Tony Saphir le reflux de la nouvelle vague. C'était l'une de ces structures expérimentales qui visent une projection en sciences unique au Festival de Cannes pour faire rêver les foules. Bien entendu, elle compte sur la générosité de nombreux milliardaires dilettantes qui approuvent et éprouvent apparemment le besoin irrésistible de jouer les Laurent de Médicis. Voilà. Donc là, effectivement, tout est résumé. Mais on a les deux pendants. Il y a ceux qui sont là, qui essaient de résister, d'avancer, puis à leur côté, ceux qui font Vermilion Sands et Vermilion Sands. Voilà. Bon, Ballard, ça n'est pas que Vermilion Sands, c'est aussi quelqu'un qui... Tout à l'heure, on a évoqué la foire aux atrocités, qui est une forme de récit expérimental. C'est quand même quelque chose que Ballard a toujours voulu faire. Tout à l'heure, j'ai montré une photo. Ça, c'est une revue assez ancienne américaine qui s'appelle Research. Il y a 2 numéros sur Ballard, dont un qui reprend la foire aux atrocités avec des planches anatomiques à caractère pornographique dans le sens où l'entend Ballard. Et par rapport à ces récits expérimentaux qu'il souhaitait faire, il y a des collages. Et effectivement, on rejoint Burroughs. Et voilà, je ne les retrouve plus. Je suis désolée. Je les montrerai tout à l'heure. Voilà. Il y en a quelques-uns et ça fait partie de ces romans expérimentaux qui étaient exposés comme des œuvres. Enfin, donc, il y a ce genre de choses. Bon, il y a à lire en même temps, il y a toujours à lire. Je ne sais pas si tout le monde voit. Bon, c'est toujours, alors évidemment là c'est assez cru, c'est assez violent aussi. On est dans la foire aux atrocités, mais la foire aux atrocités, c'est les atrocités de notre monde. Parce que les thèmes qui sont chers à Ballard et qui reviennent souvent dans les paysages, on va rester sur Vermilion Sands, il y a un article très intéressant dans cette revue qui s'appelle, je ne sais pas si tout le monde parle anglais. Non, ça va. On résiste. The Fourfold Symbolism of J.G. Ballard. Donc voilà, c'est la quadrature des symboles de Ballard. Et les thèmes qui reviennent souvent, bon, je ne vais pas vous lire l'article en entier, il est assez conséquent, mais il y a des choses, voilà, ce qui revient tout le temps hanter toute la littérature de Ballard, mais qu'on ne retrouve pas dans le portique, parce que la ville a subi quelque chose, je vais y revenir. Voilà. Donc, bon, je vais faire une traduction à la volée, hein, vous m'excuserez pour le... Voilà. Donc, dans toutes les nouvelles de Ballard et dans ses romans, toutes les choses qui nous semblent communes à travers les paysages, les objets et les créatures, donc les êtres qui peuplent ces romans, sont... Enfin, ça évoque tout de suite quelque chose de visuel. Et c'est des choses qui nous sont propres, comme si on les connaissait, mais elles ont une étrangeté. Et même là où d'autres auteurs réutilisent ces thèmes, chez Ballard, elles prennent une dimension qui lui est propre, toujours en laissant toujours des réminiscences de tableaux, des réminiscences sonores ou musicales. Et il y a toute une liste de choses comme ça. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais voilà. Mais Vermilion Sands est perdu quelque part au milieu de tout ça, finalement. Donc, on trouve... Alors, je vous les lis en anglais ou en français comme tu veux. Voilà. Bon. Où est-ce que ça commence? Donc, I'm referring, of course, to such things as concrete weapons range, dead fish, abandoned airfield, radio telescope, crashed space capsule, sand dunes, empty cities, sand reef, half-submerged buildings, helicopters, crocodiles, open-air cinema screens, yellow-head insect, advertising hoarding, white hotels, beaches, fossil, broken jukebox, crystals, lizards, multi-story car parks, dry lake beds, medical laboratories, drainage swimming pool, mannequin, sculpture garden, wrecked cars, swamps, motorway flyovers, stranded ships, broken Coke bottles, bales of rusting barbers wire, paddy field, lagoon, deserts, menacing vegetation, high-rise building, predatory birds and low-flying aircraft. C'est, je pense. Donc, voilà. Donc ça, c'est les thèmes qui
qui reviennent. Alors c'est pas exhaustif, mais c'est toute l'œuvre de Ballard est traversée par ça. Et on découvre en substance à travers les 3 premiers volumes des nouvelles. Et on découvre aussi que les nouvelles ont été écrites non pas, par exemple, Vermilion Sands comme une entité entière. C'est chronologique. En fait, dans les 3 gros volumes, on va découvrir qu'il y a Vermilion Sands et on va découvrir différentes thématiques. Et ce qui est assez impressionnant, c'est la manière dont Ballard tient ses termes et il arrive à articuler tout ça. Et au fur et à mesure, on sent une évolution, mais sans jamais quitter les thèmes d'origine. Mais voilà, ça avance. Et puis, à un moment, bon, il a quitté les nouvelles pour aller vers les romans que l'on connaît par la suite. Voilà. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que les personnages qui peuplent les textes de Ballard, et c'est ce qui va advenir des personnages et des protagonistes dans le texte de Manuel, je ne révèle pas grand-chose, c'est qu'eux-mêmes subissent les choses au même titre que ces lieux abandonnés. Voilà. Il y a eu une conférence, un séminaire il y a quelques années, en 2006, par Simon Sellers, qui est un spécialiste de Ballard aux États-Unis, qui donne des cours, et qui s'appelle The Body is a City. Voilà, donc je ne vais pas vous lire, ça c'est la présentation du séminaire, mais l'idée, elle est que pour que le corps soit, il a besoin de la cité qui elle-même soit corps. Et ça, on retrouve ça dans le texte de Manuel, parce que finalement, la Vermilion Sands qu'on a connue, à l'époque de Ballard, c'est plus celle qu'on redécouvre. Alors on est surpris. On se demande mais qu'est-ce qui se passe, il arrivait quelque chose à cette ville. Et ce que l'on comprend très tôt, c'est que finalement, Manuel, effectivement, tu as vécu avec ce texte, comme si tu avais été à Vermilion Sands toi-même, oui. Tu en es revenu, ou pas revenu finalement, et tu nous livres quelque chose comme si la ville elle-même avait subi ce que nos villes subissent. Et ça ne nous plaît pas forcément, en fait, quelque part. Et on retrouve une ville un peu désertique, fichée entre un désert qui n'a pas de limite et un océan qui n'a pas de limite. Et on découvre une structure, et c'est peut-être pas anodin que on parlait tout à l'heure, que tu aies utilisé le terme de portique finalement, parce que le portique c'est à la fois une fenêtre, ça décrit un squelette, et c'est une structure. Alors on est dans la structure, est-ce que le portique émet lui-même du bruit, la ville est désertique, on sent qu'il n'y a plus de personnages, et au fur et à mesure, ce que l'on sent, c'est qu'il y a une sorte d'abandon, il y a une sorte de résistance, mais finalement, ça nous échappe, on ne peut rien y faire. Il y a comme une pandémie qui s'empare des villes, mais il suffit de regarder autour de nous. On est dans une non-fiction, comme Ballard l'entendait. Par exemple, Paris, aujourd'hui, n'est plus que Paris était il y a 15 ans, 20 ans. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Vermilion Sands aussi, d'une certaine façon. Je peux oui, vas-y. En fait, ce qui se passe, évidemment, moi je mange cet univers-là, quoi, qui vient constituer mon espace intérieur, qui vient construire une cosmogonie, et des couches s'ajoutent, et des obsessions s'ajoutent. Et en fait, la première chose qu'il faut dire sur R, c'est que R, en fait, c'est le croisement de Royan et de Vermilion Sands. Alors ça, c'est important, parce que c'est pour ça qu'il y a l'océan. En fait, il y a le désert pour Vermilion Sands, et il y a l'océan pour Royan. Et quand je parle de l'architecture, dans le portique, je parle de l'architecture de Royan, je parle de la modernité en architecture, je parle du béton, je parle de toutes ces choses-là. Royan étant pour moi, je le dis maintenant ici, une des plus belles villes du monde, et j'ai eu l'occasion d'y faire une lecture là il y a quelques semaines, et j'étais bouleversé d'y retourner et de la reparcourir, et j'étais sur les endroits que je décris, enfin voilà, qui sont pour moi, en tout cas qui se sont mêlés complètement à Vermilion Sands. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que parmi les obsessions que j'avais dans ce récit, en fait, j'ai compris très vite, donc j'ai repris un des personnages, j'ai repris Raymond Maillot, mais simplement il n'a pas la même voiture, évidemment les raies des sables, le jeu de Higo, qui sont là comme des éléments du décor ou des paysages eux-mêmes. D'ailleurs, moi je pense que j'ai appréhendé mes personnages comme des paysages, pour tout dire. Et en même temps, je m'enfonce évidemment après dans mes propres obsessions, et notamment celle-ci, c'est que le portique, c'est l'histoire de la fin du temps en fait. Mais
donc de dégager de sa composante l'espace, et qui en même temps serait une fin du temps qui ne serait pas une apocalypse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais la possibilité, tout est toujours déceptif, il n'y a jamais la possibilité même d'être sauvé dans l'apocalypse. On est sauvé d'une certaine manière par l'apocalypse, parce que si elle détruit, elle apporte le sens complet du récit, elle apporte la révélation. Moi, c'est une fin du temps qui n'apporte rien, sinon le fait de finir. En fait, le récit est construit en 3 parties, et les 3 parties, en fait, sont 3 saisons. C'est l'été, l'automne et l'hiver, sachant qu'il n'y a pas de printemps et qu'on ne débouchera pas sur un printemps. Et chacune de ces parties s'organise avec justement les couleurs et les teintes qui sont propres à ces saisons, le rapport à la chaleur ou à l'humidité qui est propre à ces saisons, etc., etc., et surtout à une entrée dans l'hiver du monde, quoi. Enfin, voilà. Et puis le rapport au portique, pourquoi alors, parce que à Royan, il y a eu un portique du front de mer qui a été détruit en 86 et qui reliait deux éléments architecturaux, mais aussi parce que ce récif est un clin d'œil très appuyé au portique nommé instant de Nietzsche, et que je voulais travailler justement sur l'instant d'éternité par rapport à l'immortalité, et je portais comme ça des notions qui étaient le résultat à la fois d'expériences diverses et variées, et je voulais que la fin du temps soit précédée justement de ce moment qui pourrait être caractérisé par l'attente nostalgique du retour, justement, ce moment où on retourne à un instant qui se recharge sans cesse, sans rémanence, et qui crée le sentiment de ce présent d'éternité. Voilà. Donc le récit, en fait, va vers ça, et c'est ce que je disais, en fait, j'ai relu un peu, du coup, Vermilion Sands avant de cette semaine-là, et je me suis rendu compte que, en fait, le portique était vachement plus dépressif que Vermilion Sands, qui, justement, par son ironie, sa distance, son élégance, moi, mon récit, il n'est pas élégant. Enfin, je veux dire, il y a une élégance des personnages que les miens n'ont déjà plus, quoi. Les miens, ils sont déjà en train de s'enfoncer dans le sol, même quand l'été commence. Ça ne va cesser de s'aggraver. En revanche, il est donné à chacun, en tout cas à quelques-uns, d'éprouver à un moment, d'être relié, parce que ça, c'est une de mes grandes obsessions, moi. J'essaie d'avoir une vision immanentiste du monde, et donc je raisonne entre distinct et indistinct. Voilà. Dans le rapport à la conscience nous fait être au monde, et en même temps elle nous sépare du monde, de sa pleine connaissance. C'est ce qui rend la difficulté, la condition humaine si douloureuse, précisément. C'est parce qu'en même temps qu'elle nous donne accès à une conscience, à une vision sur ce monde, elle nous en coupe. Et je pense, moi, évidemment, beaucoup par le langage, ce qui sera d'ailleurs le sujet de mon 3e livre. Et en fait, ces personnages, ils ne cessent de chercher à être reliés, en vain. Pour autant, ils vont faire l'expérience, au moins Joao et Lucio, à un moment d'une forme comment dire ça, de révélation ou d'être relié, l'expérience d'être relié. Joao, parce qu'il passe dans une dimension, il passe de l'autre côté. On n'a pas raconté un peu l'histoire, mais en fait, voilà, il y a 4 personnages donc qui sont exactement comme dans Vermilion Sands, qui ne font rien, ils boivent des bières, ils mangent des fritures, ils fument des cigarettes, etc. Donc pareil, le récit s'organise autour de quelques actions, quoi. Quand ils s'ennuient vraiment, ils vont chasser les raies des sables. Et puis chacun est un peu dans un évitement, donc le narrateur, à l'instar des personnages de Vermilion, essaie de monter une revue de poésie, il n'y arrive pas vraiment, il essaie d'écrire un peu, il n'y arrive pas vraiment. Lucio s'enfonce doucement dans une dépression dont on ne connaît pas le terme, et Joao veut lui passer dans une vibration, il veut passer de l'autre côté. Voilà. Et il reste donc Raymond Maillot, qui est le seul à avoir une automobile et qui conduit tous les autres. J'avoue ici que je n'ai pas le permis de conduire. Et donc il me fallait un conducteur, c'était lui. Et en fait, il va être donné malgré tout à ces personnages, notamment à Lucio,
et à Joao de vivre cette expérience d'être relié à l'univers, de à nouveau réintégrer le fleuve de l'indistinct. Et je disais à toi, je crois, que en fait derrière Lucio, il y a aussi Siddhartha de Hermann Hesse. Voilà, bref, enfin, il y a plein de choses comme ça. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Moi, je voulais faire une brève incise, en fait, parce que tu l'as évoqué, mais en parlant justement enfin, d'écriture et d'atmosphère qui vient par l'écriture, mais en rappelant une chose, c'est que il n'est pas le seul, bien entendu, mais une des grandes caractéristiques quand même, de Ballard au sein de l'univers science-fiction dans lequel il a fait, qu'on le veuille ou non, et sans être revendicatif sur ça, mais 90% en fait de sa carrière et de son écriture, Ballard est quelqu'un qui a été réputé, et qui est réputé, je crois qu'on lit ses œuvres aujourd'hui, c'est flagrant comme un styliste, dans le bon sens du terme, notamment parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais senti obligé, comme trop d'écrivains de science-fiction le font, de venir souligner au crayon gras, de mettre des essais explicatifs entre les phrases, pour être sûr qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Ballard arrive à être clair, et en même temps, il n'a pas besoin, il est poète, les choses, elles laissent la marge qu'il faut pour l'interprétation, et puis on avance. Mais je trouve que vers Millions de Sens, il ouvre une formidable parenthèse, ce que je disais, enfin, selon ses propres mots, mais cette période intercalaire dont il nous laisse bien entendre, déjà dans Millions de Sens, qu'elle se refermera. Et on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et on ne sait pas quel peut être le pouvoir de ces artistes, qu'ils soient officiels ou officieux, pour la maintenir ouverte, la parenthèse. Alors que ce que je trouve, c'est que le Portique nous propose une formidable lecture, une formidable atmosphère de la façon dont la parenthèse s'est refermée, se referme de façon inexorable, et sans effectivement qu'il n'y ait aucune nature apocalyptique. On est dans une nature de l'ordre de la dissolution, de l'englument. Enfin, et je trouve, enfin, moi j'avais envie de lire juste les 2 premières pages du Portique, parce que je trouve que c'est une façon qui est particulièrement réussie en fait, pour inscrire dans ce qui est en train de se passer, en disant très peu et en liant parfaitement. Et donc voilà, je voulais juste lire ces 2 premières pages. Alors c'est pas exactement les 2 premières pages, parce qu'avant il y a eu ce qu'on pourrait appeler un prologue qui est extrêmement important, hein, mais que je garde pour plus tard, éventuellement pour une question. En tout cas, donc, ce chapitre 1 commence par une parenthèse, et ça ne peut pas être un hasard en soi que ça commence par une parenthèse, puisqu'on pose le cadre jusqu'à la disparition de Joao, puis un sous-titre qui est Léthargie de R, précisément. Je ne crois pas qu'aucun de nous ait véritablement connu d'autre lieu que R, station balnéaire tombée en désuétude, bien que d'inspiration moderne. Pour ma part, je n'ai jamais éprouvé le besoin de partir vivre ailleurs que dans cet espace géomental, bâti entre le désert et l'océan. Je prends les rues au vent, je marche au hasard, j'arpente sans fin les ruelles du parc, me plongeant dans la contemplation de ces villas austères ou colorées, dont beaucoup sont équipées de voiles de béton proto-sensibles, même si la plupart sont désormais figés en mode non actif. Je franchis la série des portiques, véritable balcon de verre sur la mer. Souvent mes pas m'entraînent jusqu'au boulevard de l'océan, où à la faveur du soir qui fraîchit, je peux me régaler de sa promenade bordée de tamaris et parfois aussi, souvent même, de la plage qui accueille nombre de mes errances nocturnes. Je rejoins mes camarades au Zanzibar, dont la terrasse ouvrant sur l'océan reçoit nos désirs de bière fraîche qui vient éponger une friture de poulpe. Je m'endors au creux des sables parfois, seul endroit où je peux reposer d'un sommeil sans rêve, protégé par celui des mouettes venues en nombre sur la plage à partir du crépuscule. Ce jour-là, je me suis perdu entre l'ancien casino, fermé depuis si longtemps que les herbes ont envahi le hall et proliféré sur les balcons de ciment, et l'immeuble à parements d'aluminium. J'ai tourné, croyant aller droit, et je ne savais plus où j'étais. J'ai pris conscience que j'étais perdu et je me suis mis à trembler. C'est comme si soudain je ne reconnaissais plus rien, comme si j'avais atterri dans une autre ville, située au pôle opposé de R, dans une contrée qui n'a d'humaine que le nom, entourée par un océan hostile aux flots sans cesse agités. La désorientation était totale, je me suis arrêté, plié par l'angoisse, pas de m'être perdu, mais en raison de l'effacement brutal qui venait de transformer un endroit parcouru et chéri depuis toujours en terrain incognita. Puis j'ai levé les yeux et une série de réverbères m'a rappelé que je me trouvais à 2 rues de mon appartement, qui occupe l'îlot 317, et dont les fenêtres arrière donnent sur le désert, pour peu qu'on saute mentalement quelques rangées d'îlots supplémentaires. Les bords de ciment chauffés au midi, le silence de la rue zébré par instant par le bruit lointain d'une pétarade, l'ombre qui dessine par zone autant de refuge aux vagabonds, désirant étancher sa soif de fraîcheur, moi qui gis debout, collé à l'asphalte bouillant, attendant quelque chose pour reprendre la marche, imprégnant de tout et du silence en premier lieu. Moi jouissant du temps un instant en suspens. Lorsque j'accédais finalement à l'étage qui donne sur la terrasse, je l'ai trouvé là, assis ou plié sur la rambarde comme du linge, fumant des cigarettes, buvant des bières, le regard perdu vers les mésas qui se découpaient et vibraient dans l'air trouble du soir, je m'assis à leur côté sur le sol de ciment. Nous discutâmes ainsi, les bras tendus en appui le plus souvent vers l'arrière, les bières posées près de nous, bien ramassées autour des jambes repliées, jusqu'à ce que la nuit nous prit dans sa gueule. À l'époque, je veux dire cette époque où il ne manquait aucun d'entre nous,
Nous passions la plus grande partie de notre temps à jouir du point de vue que procurait la petite terrasse de mon appartement, où nous pouvions nous gaver depuis l'étage des plus improbables couchers de soleil, parlant sans fin en fumant, nous rafraîchissant de bière. Parfois également, nous jouions au Higo, antique jeu futuriste, dont les règles nous avaient été données par J.J. Ballard, qui avait un temps séjourné à R. Moi, je trouve que c'est une des plus formidables introductions en fait, dans ce qui va être une exceptionnelle dissolution en forme de point d'interrogation de qu'est-ce qui s'est exactement passé pour qu'on arrive là. Et je trouve que c'est magnifiquement politique. Non. Alors, ce qui est assez intéressant dans ton récit, c'est que ça ne prend pas les atours d'une histoire pour en parler. Moi, j'ai envie plutôt de parler de récit. Voilà, et du coup, pour revenir sur la position des artistes qui sont là, enfin, du coup, dans les protagonistes, les 4 que l'on découvre au fur et à mesure, c'est un peu comme si toi, tu avais fait partie du groupe et que ton récit n'est pas un roman, mais plus un texte d'artiste qui va parler, qui va prendre différentes facettes pour explorer un peu ce qui est devenu la Vermilion Sands dont tu parles, donc R aujourd'hui, qui n'est plus Vermilion Sands puisqu'elle a déjà changé de nom, donc elle a changé d'état, un peu comme ces cristaux de quartz qui fondent finalement. Je dois signaler que donc, le seul critique qui a mentionné ça, que R était un Vermilion Sands déjà en état avancé de décomposition, c'est Alain Nicolas, ici présent. Alors, sans rien révéler de l'histoire, bon, je ne parle pas de spoiler ou quoi que ce soit, je ne rentre pas dans ces débats-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc, voilà. Mais on se rend compte très tôt, d'ailleurs, dans la lecture de Hugues, il y a eu un tout petit passage que je vais me permettre de reciter, où on comprend tout de suite que quelque chose se passe et c'est inexorable. On va vers quelque chose et Emmanuel va reprendre au fur et à mesure de son écriture, il va nous réexpliquer la même chose, un peu comme une litanie, mais d'un point de vue d'un autre personnage, ou en détaillant un aspect de la vie, de ce qu'elle est devenue, ou une partie géographique. Et finalement ces artistes qui sont là, leur position, elle est... Là, ils ne produisent plus, ils ont de vagues projets, mais ils sont soumis à autre chose, et finalement, ils sont dans ces moments où ça arrive à des artistes Finalement, on est en pleine interrogation, on est là à réfléchir et il ne se passe rien pendant des semaines et ça n'avance pas. On prend des notes, mais il ne se passe rien. C'est un état un peu contemplatif, mais on en a besoin. Et alors, on va dire, oui, vous ne produisez pas. Et effectivement, ils ne produisent pas, mais il va se produire quelque chose et il résultera quelque chose. Et ton texte, ton récit, du coup, je ne vois pas comme une histoire, mais comme un récit, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, j'aime bien l'idée, justement, j'ai un problème avec la causalité. Et je voulais aussi me défaire de la causalité du récit, en fait. Et en tout cas, dans ce récit-là. Et c'est pour ça que je procède parfois par répétition des motifs et par glissement. J'aime bien cette idée que, en fait, quelque chose qui s'appelle récit finisse par vibrer des différentes couches qui se sont posées comme ça. Et parfois, il y a des espaces disjoints, justement, et c'est le lecteur même, d'ailleurs, qui rentre là-dedans, qui reconstitue tout ça, quoi. Il y a voilà. Alors, par exemple, dès le début du texte, donc c'est la page 15, c'est dans ta lecture, il y a déjà une amorce de ce qui se passe à R, en fait. C'est parti qui dit « La désorientation était totale. Je me suis arrêté, plié par l'angoisse, pas de m'être perdu, mais en raison de l'effacement brutal qui venait de transformer un endroit parcouru et chéri depuis toujours en terrain incognita. » C'est Vermilion Sands, mais c'est plus Vermilion Sands. On ne sait plus ce que c'est. Et tout le texte va être comme ça. On va, au fur et à mesure, on va prendre des aspects, on va retrouver des choses que l'on connaît, qui évoquent des souvenirs, et c'est au fur et à mesure. Et alors ça arrive, bon voilà, je pris des petites notes, voilà, mais c'est des thèmes comme ça qui reviennent. C'est les instants eux-mêmes qui se dissolvent à travers le récit. Finalement, la notion de temps, elle est pas vraiment claire puisque les aurores et les crépuscules finissent par se fondre entre eux. Donc c'est
presque des journées à journée. On ne sait pas exactement si c'est des jours ou des nuits, mais voilà, on est en permanence dans ça. Et puis, du coup, ça crée aussi un état mental assez particulier, assez singulier. On sent que l'inéluctable arrive toujours, et dans la ville, et dans les protagonistes. La ville, à un moment, c'est comme si elle avait subi cet état de sublimation qui arrive dans l'eau. En fait, elle passe d'un état solide, donc la glace, c'est un état gazeux. On n'a pas d'état intermédiaire, on est toujours dans des extrêmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est pareil. Vermillon-Sand, c'est un endroit où il y a une énorme musicalité dans le texte de Ballard. Et là, la musicalité a disparu. Mais non pas que Manuel ne veuille pas en parler, au contraire, tu en parles même à un moment assez joli, je vais le lire. Mais voilà, par contre, c'est comme si la plage dynamique de son qu'avait proposé Ballard était réduite à quelque chose d'inframince, une sorte de faille, de fissure, qui aurait l'épaisseur d'un intercalaire, justement. C'est exactement ça. Pour moi. Et donc, ce passage où le son a disparu, c'est... Est-ce que c'est... Excusez-moi. Je crois que c'est dans page 72. Voilà. Et ça, c'est drôle. Voilà. Et en plus, donc voilà, et à la fois le son disparaît et la notion du temps elle-même devient autre chose que ce que l'on connaît. Une partie qui s'appelle Premier hoquet du temps. On ne sait pas comment tout ça est arrivé. Je veux dire la raison vraie, ce que ça dit de la danse de l'univers. On n'a pas pu constater que toute l'inadéquation progressive des choses avec d'autres. Bruit martelé se décalant sur la chaussée, effet Doppler incohérent des automobiles filant sur la route, infime retard du son, étouffement progressif aussi des sons qui dit l'altération du spectre dans l'atmosphère, dédoublement des fréquences, sensation de voile sur les êtres et les objets, c'est-à-dire, pour que ce que j'en suppose, défaut de mobilité des vibrations dans le temps, même les idées furent touchées, recouvertes par le voile, et encore un peu plus tard, ce fut au tour des souvenirs, et tout ça, c'était dû au temps qui s'était mis à trébucher. L'ensemble des perceptions incorrectes rendait l'expérience très concrètement désagréable. Je pense là à cet homme qui, par la suite d'un grave accident, ne percevait plus la continuité du temps. Donc tout lui parvenait dans une succession de séquences photographiques, figées, l'eau versée dans un verre comme une arche de glace, etc. J'ai lu ce texte qui évoquait cette miraculeuse souffrance. Je ne sais plus qui en était l'auteur. Ainsi, marcher, parler avec des amis et se faire du thé, boire du café et poser sa tasse sur le guéridon de la terrasse du Zanzibar, manger avec l'écho de la mastication qui perfore le crâne, la musique n'était plus audible, plus du tout. Le chevauchement constant et incohérent des notes, nappes, fréquences, les effets retard, les percussions de plus en plus mates, puis très étouffées, puis plus rien. Personne ne se risquait plus à allumer la radio ou bien écouter une cassette audio. D'ailleurs, ce fut, quand j'y pense, un des premiers événements vraiment notables. Plus personne n'écouta de musique, jamais. Eh bien, toutes ces petites actions du quotidien se mirent à dérailler, et ce fut extrêmement pénible pour que chacun d'entre nous, ceux qui restèrent, et ça nous indiquait aussi que, à travers nous, l'univers tout entier était en train de dérailler. Voilà, et là, on a, je pense, l'une des substances de ton récit. Les choses sont comme ça, en fait, ça se désagrège, et ça arrive parfois, je pense que consciemment ou inconsciemment, tout le monde peut en faire l'expérience à des moments où, à un moment de nos vies, on ne sait plus ce qui se passe, on a l'impression que les choses nous échappent, et que le temps lui-même, ça devient autre chose. Si on a des activités mécaniques, on va les faire, mais ça ne compte pas. C'est le reste, c'est la perception de ces choses, et puis on a envie de se détacher, on n'a plus envie de lire, on n'a plus envie d'écouter de musique, on va pas au cinéma. Et c'est un peu ça, et finalement, tout au long du portique, on est dans quelque chose comme ça, l'abandon, mais on y revient tout le temps par d'autres. C'est pas juste un prisme régulier, c'est du cristal fondu, c'est exactement ça, on est dans ça. Finalement, Vermillon-Sand subit ce que Ballard appelait les non-zones, les non-lieux. Finalement, ça, Vermillon-Sand a subi ce que lui, non pas redouté, mais utilisé comme moyen de produire de l'écriture. Et Manuel en est revenu pour nous en parler. Et aussi, voilà.
Oui, sur le procédé déceptif d'ailleurs, donc il y a 3 parties, et la première s'appelle « On pose le cadre jusqu'à la disparition de Joao ». Et donc en fait l'idée c'est aussi ça, c'est-à-dire que il n'est même pas question de suspense. C'est-à-dire que là où il pourrait y avoir du suspense, déjà c'est plié, quoi. C'est-à-dire que je ne sais plus qui, peut-être que c'est un cinéaste, enfin, qui voulait faire le récit le plus plat possible. Et je ne suis pas sûr d'y être arrivé en fait. Je pense que j'ai quand même été obligé de mettre quelques petites collinettes. Mais en fait c'est ça l'idée. C'est-à-dire d'arriver non pas à construire un récit, comme on est quand même... En fait c'est ça l'affaire. On est, malgré tout, j'aime beaucoup les récits, j'aime beaucoup les histoires, mais on est conditionné, l'histoire provoque une attente et un espoir. Et moi, d'une certaine manière, j'essaie de fonctionner sans espoir et sans attente, même si je n'y arrive pas, mais en tout cas, y compris dans le récit, je veux installer quelque chose qui jamais ne permettra l'installation, justement la mise en place d'une attente. Or, le récit est cette espèce comment dire ça, d'illusionniste qui veut vraiment nous emmener quelque part, nous faire croire qu'il va nous emmener quelque part. Alors il y a un film pour ça d'ailleurs, en fait voilà, c'est ça. Hein. Il y a un film pour ça qui dit tout de ça, c'est Stalker de Tarkovsky. Tarkovsky, il fait un film de science-fiction, bon, dans lequel il ne montre jamais rien. Voilà. Et c'est un film de science-fiction, il ne se passe quasiment rien, et pourtant, je pense que moi c'est un des films qui m'a fait le plus voyager. Voilà, alors il sait faire des films avec des vrais récits, hein, Andrei Roublev en est un aussi, enfin bref, mais c'est aussi ça que je voulais moi mettre en place finalement, c'était quelque chose où, parce qu'il ne se passe rien, les failles dans lesquelles on tombe, mais on peut à nouveau les goûter. Alors, en fait le récit, d'une certaine manière, c'est comme si on vous habituait à boire du sucre et du gras tout le temps, et bien finalement vous ne parvenez plus à sentir les plus petites inflexions du goût, les choses les plus subtiles, les plus décalées, et en fait, ça a l'air très prétentieux, hein, mais c'est pas ça, mais je crois que moi je voulais justement créer une sorte de récit de non-événement pour qu'on puisse sentir ce qui est rien et qui pour moi était l'essentiel, peut-être. Si je me permets, de ce point de vue-là, c'est extrêmement fort et réussi parce que tu nous emmènes quand même dès le départ et tu annonces le propos. Enfin, j'y reviendrai sous forme de questions dans quelques instants, mais tu nous emmènes effectivement 40 ans plus tard quand Vermilion Sans n'est plus dans Vermilion Sans. Donc en fait, il y avait une stase, mais où il se passait plein de choses dans cette stase. Et ça, Vermilion Sans, effectivement, fourmille d'activité. Alors que 40 ans plus tard, on n'est plus dans une stase. Il y a un faux plat, mais donc on sait que ça va vers un truc terminal, pas apocalyptique, mais terminal. En revanche, il ne s'y passe plus rien. On glisse sur ce faux plat, sans rien à quoi se raccrocher. Enfin, tout se dissout, il n'y a plus grande chose qu'à sens. Et en fait, alors moi j'avais une question, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement tu annonces le propos dès le départ, mais tu nous laisses soigneusement justement une phrase interrompue. Donc je vais juste lire, c'est le tout début du livre. Hein. Donc là, ça n'a pas le même statut narratif que la suite. Hein. C'est une sorte de... C'est entre l'exergue et la déclaration d'intention, où un des personnages, mais qu'on ne connaît par définition pas encore, si c'est un personnage qui parle. Donc je passe mon temps sur la plage, j'y viens chaque fois que je peux, à toute heure du jour, le matin, le soir, je viens poser mon cul dans le sable, plonger mes mains dans le sable, épousseter le bas de mes pantalons, allonger mes jambes, respirer et scruter l'air qui bouge autour de moi, penser à elle. Je peux aussi rester sans frémir, je m'absorbe et je m'oublie, je me chosifie, je suis presque au bord de me déréaliser, si bien qu'il ne me faudrait qu'une minuscule secousse pour disparaître, que je devienne le sable, monticule à la forme d'homme, vite arasé par le vent. Il peut alors arriver que les mouettes s'approchent en paquets, comme si j'étais une vieille planche de bois échouée. J'hésite à exister, à reprendre pied, je suis tenté par... Et ça s'arrête comme ça. Et moi, c'était ma question, est-ce qu'en fait, c'est pas aussi le récit d'une immense tentation qui est celle justement de l'artiste qui, ayant constaté, ou s'étant fait constater que en fait il n'y a plus de place pour lui, que la parenthèse Vermilion Sans est en fait déjà refermée depuis un moment, donc il y a une tentation de l'abandon en fait à la force du rien.
Oui, oui, c'est ça, mais d'ailleurs, c'est pas tellement. On se dit la figure de l'artiste, mais en fait, c'est pas tellement l'artiste, c'est vraiment l'être humain. C'est-à-dire que j'avais aussi dans l'idée les figures nietzschéennes de l'homme qui veut mourir et qui est ensuite suivi de l'homme qui ne veut plus vivre, juste avant le surhomme. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de progression dans l'abandon. Si vous voulez, la liberté, qui est une recherche, en ce qui me concerne, je suis en recherche de mobilité, pas professionnelle, suppose de faire des deuils, suppose de faire des renoncements, et je pense que c'est ça, en fait, c'est un travail incessant sur le renoncement. Et mes personnages sont déjà pas bien en forme quand on commence, mais ils ne vont encore cesser de renoncer toujours et toujours plus. Pour cette raison-là, d'ailleurs, certains auront droit à un satori ou à un passage vers l'indistinct, quoi. Mais pour autant, il ne leur sera jamais rien promis qui pourrait les sauver. Voilà. Mais ça n'est pas grave. Et ce passage-là, je pense qu'il vient aussi parce que moi j'aime bien faire des passerelles entre les textes. Il y a des passerelles avec Autour de moi. C'est pour ça que le narrateur s'appelle M. C'est parce que je voulais aussi sur Autour de moi, en fait, je me suis rendu compte avec effroi que j'avais produit une autofiction. Alors j'étais bien emmerdé, parce que donc je me rendais compte que j'avais cédé à la mode des premiers romans pour 80% d'entre eux. Or, j'ai écrit ces deux textes en même temps, et le portique est même le premier. Et je les ai intercalés comme ça pendant 5 ans. Bon. Et donc pour moi, évidemment, les matériaux n'étaient pas les mêmes, c'est-à-dire que quand j'étais sur Autour de moi, je travaillais sur du matériau autobiographique. Quand j'étais sur Fragment Songe à l'époque, qui s'appelait Fragment Songe et non pas le portique, je travaillais sur des objets intérieurs, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, c'était la même façon et la même obsession de faire du texte. Et quand j'ai sorti Autour de moi, on m'a quand même renvoyé, gentiment, mais quand même renvoyé que c'était une autofiction. Et ça m'a pas... C'est pas que ça m'a pas plu, mais moi je me disais, bon, pour moi c'est de la fiction, quoi. Et tout le rapport d'ailleurs à la mémoire Autour de moi, c'est ça. C'est-à-dire se souvenir, c'est créer du récit. Donc je voulais contribuer à brouiller les pistes en poursuivant le fait que le narrateur, voilà, c'est M, Manuel, à un moment il est précisé, mais sinon c'est M, et que finalement tout se brouille, quoi. Donc du coup, on se dit merde, mais Autour de moi, du coup, est-ce que voilà. Donc j'aimais bien ces espèces de petites choses, et oui, je fais échouer mes personnages, je les fais échouer mieux. Voilà. Par rapport à ça, ce qui est intéressant, alors moi j'ai ressenti comme ça la lecture, c'est pour ça que c'est un peu difficile aussi à la lecture orale, c'est que il y a de la ponctuation là où on ne l'attend pas, où il y a des formes de structure de phrases sur des longues phrases, où on ne s'attend pas à ce que ça s'enchaîne comme ça. Pour ça, parfois je bute un tout petit peu, puis c'est pas... Voilà, il y a aussi des incohérences de temps. Voilà, il y a aussi, oui, voilà, mais du coup ça perturbe tout le temps parce qu'on va penser par anticipation à la lecture, et je pense que tout le monde le fait inconsciemment, et hop, ça peut s'enchaîner comme ça, et c'est par nos habitudes de lecture, et non. Il y a même des endroits dans le texte où, de la même façon qu'il semble manquer des choses dans R, puisque la vie se désertifie, elle est à l'épreuve d'un temps autre, mais il y a des pans entiers de texte où on se dit mais il n'y a pas de ponctuation, on attend de la ponctuation et il n'y en a pas, Et c'est pas la manière dont c'est écrit, mais c'est ce que disait le protagoniste principal du film Pi de Darren Aronofsky. À un moment, quand il reçoit le code, il fait mais vous n'avez rien compris, ça n'est pas d'avoir le code, ce qui est important c'est la manière dont on l'énonce. Et effectivement, et on lit une première fois et on achoppe de la même façon que le personnage achoppe à vouloir faire son récit, faire sa revue. Il faut reprendre le texte. Et là, effectivement, on sent qu'il y a c'est les respirations qu'on va mettre entre les fragments de phrases. C'est pas tout le temps, mais ça arrive comme ça. Et ces blocs-là, on les reçoit un petit peu comme des pans de réalité de Vermillon Sands, donc de R maintenant, qui se détacheraient d'une montagne qu'on aurait voulu gravir, mais c'est une ascension assez difficile. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est assez difficile, et c'est pour ça aussi que tes personnages, tu les fais sans doute échouer d'une certaine façon, jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il se dissolve, excusez-moi, dans le temps autre. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas renoncé à produire du sens, mais je suis toujours en quête de sens, mais la question, finalement, c'est est-ce qu'on peut faire du sens alors qu'on a renoncé à tout, à tous les espoirs. Voilà. En fait, c'est ça la question et c'est pour ça que la fin du temps n'est pas une apocalypse. Voilà, notamment. Comme l'heure tourne, en fait, je crois qu'on va bientôt conclure. Moi, je voulais ajouter une dernière petite chose, enfin, peut-être, et puis en fait, lire un dernier morceau parce que j'adore ce texte. Mais à beaucoup de moments, en fait, j'ai pensé à un autre auteur que j'aime énormément et qui pourtant, je pense, il semble en apparence très éloigné de ce que tu fais, qui est Jean-Marc Agrati. Et je trouve qu'il y a une énorme manière de proposer des gens qui doivent absolument, pour différentes raisons qui n'ont pas à être spécifiées, doivent vivre un quotidien, alors même que justement la tentation de la renonciation à tout espoir est là, qui est même peut-être obligatoire, et que pourtant il y a une question de vie intérieure en fait qui se pose de façon très forte, c'est-à-dire comment avoir une vie intérieure en attendant la fin qui est inéluctable, même si on n'en connaît pas les modalités. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui hante le travail de Jean-Marc Agrati, sous des formes très différentes, puisque c'est des nouvelles, et parfois même, comme dans son dernier, des shots, donc des nouvelles extrêmement courtes. Et donc je voulais juste lire un tout petit passage en fait qui moi me paraît très emblématique de cette tension qui se maintient jusqu'à l'extrême fin, alors même qu'on est dans une fin du monde non apocalyptique. Et puis un matin, on a entendu un grand vacarme, et c'était d'autant plus effrayant que nous vivions tous ce qui restait dans la ouate la plus épaisse. Mais personne ne s'en rendait compte. Pour s'en rendre compte, il aurait fallu ouvrir les mâchoires et dépressuriser. Mais personne n'a ouvert les mâchoires. Bien ceux qui l'ont fait n'en ont pas parlé aux autres. Ce matin-là, j'ai ouvert la porte-fenêtre donnant sur la petite terrasse et j'ai vu la crue des cadavres tout en bas. L'air était clair et coupant, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines. J'ai voulu appeler tout le monde, leur dire « Est-ce que tu vois ce que je vois ?» Mais personne n'a répondu. Alors je suis resté un moment à fumer une cigarette, pendu à la balustrade, regardant le fleuve des morts en contrebas, faire son lit partout comme si c'était de l'eau. Et puis soudain j'ai vu. Les souvenirs se sont estompés, autre signe, mais ça c'est resté gravé. L'horreur m'a coupé les jambes et j'ai failli basculer. C'est aussi à ce moment que l'odeur s'est imposée, flottant sur la ville comme une armée millénaire. Je venais d'ouvrir les mâchoires, je suis resté prostré dans mon appartement plusieurs jours en mangeant parfois des biscuits, mais le plus souvent en vomissant. Je trouve que bon, on est assez proche de la fin, hein, même si la fin elle est écrite depuis le début. Je trouve que ce brouhaha intérieur face à une absence de possibilité qu'il faut essayer de forcer en possibilité, c'est effectivement ce que nous donne en fait très précieusement à lire Le Portique du front de mer. Merci beaucoup. Juste pour finir un tout petit peu, pour ajouter des choses un peu en substance. Voilà, donc ce qui arrive aux personnages, donc, ils ont un statut artiste, ou plus ou moins artiste, peu importe, mais eux-mêmes ont un corps, qui est dans le corps de la ville. Et comme il y a l'effacement qui est provoqué par le temps, où tu interroges beaucoup la question de l'instant et du moment, il y a un texte assez intéressant, d'ailleurs d'un auteur ici on l'a déjà évoqué, qui s'appelle Don DeLillo, qui s'appelle Body Art. Alors c'est intéressant parce que le body art, c'est comme une expression très contemporaine c'est une expression artistique assez contemporaine. On met le corps en jeu, et effectivement dans le portique les corps des artistes sont en jeu, mais d'une façon autre, à travers l'abandon. Alors l'abandon comme discipline artistique, pourquoi pas. Et dans Body Art, voilà, donc on a un couple d'artistes qui est entre deux âges, et l'un décède, on l'apprend très vite, c'est pas très grave, mais il y a une partie, alors je vais pas lire, hein, ça va être un peu long, mais il y a un moment, en fait, tout au long du récit, un petit peu comme dans le tien, on est sur la notion de perception de l'instant à travers le moment, et comme si on prenait conscience de ce que l'on fait, mais pour la valeur de la chose à ce moment même. Voilà, c'est un petit peu dit. Et voilà, et c'est un bout de voilà, et donc vers le milieu du texte, en fait, voilà, cette femme qui pratique le body art, elle s'interroge, et on est à un moment du texte où on comprend le sens de l'instant, parce que le texte s'éternise sur ça,
Et c'est assez difficile et c'est assez réussi et ça fait quand même écho à ton texte. Moi, je dois dire que j'ai été très marqué par Megapoint de Lillo, justement. Justement, dans sa capacité, dans sa maturité narrative, à faire exister un vrai récit alors qu'il ne s'y passe. Et moi, je suis assez fasciné par ça, je dois dire. En même temps, j'aurais adoré être capable de faire des histoires de zombies, hein, mais j'ai pas renoncé, mais voilà. Alors, je veux juste conclure parce que je vois qu'il y a La bonté des femmes qui a été réédité chez Tristram. Alors, c'est intéressant. On voit Ballard, enfin, on voit la moitié de son visage. Et le tableau qu'on peut voir en fond, c'est un tableau, un des tableaux de Paul Delvaux, qui était un surréaliste belge, bien moins connu que la plupart des... Enfin, il est connu, mais c'est pas celui qui revient souvent. Voilà, il y en a un que je ne citerai pas, que je n'aime pas du tout, qui s'appelle Dali. Voilà. Bref, passons. Et comment ? Il est moins belge. Il est beaucoup moins belge, voilà. Et plus de droite. Voilà. Mais alors c'est intéressant parce que Bertrand tout à l'heure évoquait le surréalisme chez Ballard. Il faut savoir que dans le bureau de Ballard, quand il écrivait, il y avait une reproduction d'un Delvaux qui était détruite et qui avait été peinte par une artiste, par une peintre anglaise, j'ai noté le nom ici, qui s'appelle Brigitte Marline, et c'était Le Miroir. Et Le Miroir, on voit une femme assise de dos, qui a le dos nu, un tout petit peu en V, dans une pièce rouge, un peu à la David Lynch, où le papier semble se décoller. Et elle se regarde dans un miroir, et dans le miroir elle est nue, et on découvre un paysage qui est tout autre. Et Ballard a toute sa vie, quand il vivait dans sa maison à Shepperton, en banlieue de Londres, on est encore à la périphérie, a eu tout le temps ce tableau sous les yeux lorsqu'il a travaillé. Et je pense que ça a quand même, d'une certaine façon, symboliquement traversé son œuvre. Et voilà. Mais comme quoi, le paysage en retour à travers le miroir, bah, c'est pas forcément celui auquel on s'attend, et c'est un peu ton récit. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Yann, merci beaucoup Manuel de nous avoir donné un texte qui fait résonner de façon aussi subtile et aussi forte quelqu'un qu'on adore autant que J.J. Ballard. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Merci.